Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Dans une dizaine de jours, 2019 fera place à 2020 et à l'heure du bilan, plusieurs événements marqués cette année. Formation du gouvernement Classou 2, projet de construction de l'hôpital Saint-Périgrin, élection municipale du 30 juin, Togo, pays réformateur d'Afrique, selon Dream Business, entre autres. Et dans ce tableau, devant ce tableau bien entendu, quels sont les grands enjeux pour la présidentielle de 2020? Les spécialistes dans cette émission vont dresser ce bilan sociopolitique de l'année 2019. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir à tous les fidèles et tous les fidèles auditeurs. Comment allez-vous? À merveille, comme vous pouvez le regarder, je suis persuadé que les auditeurs, eux, ne peuvent pas voir, mais voilà, je pète la forme. L'année finie comment chez vous? À merveille, c'était une année personnellement avec beaucoup de hauts et de bas. Mais vous voyez, quand vous avez la grâce du souffle de Dieu et que vous pouvez aller et venir, vous remercier le Seigneur. Maintenant, tout le reste, c'est qu'on espère que 2020 sera meilleur que 2019. Tout à fait. L'autre invité en studio, c'est Ildefonse Akbaki. Bonsoir. Bonsoir Noé et bonsoir à tous ceux et celles qui nous écoutent. Et chez vous, comment vous allez? Je rends grâce au Seigneur pour tout. Pour tout. Et la fin de l'année, comment ça s'annonce? Je crois qu'en tant que Togolais bien averti, je suis un peu malheureux, mais comme je suis chrétien, j'espère toujours en Dieu. Ildefonse Akbaki, vous êtes le directeur du site La Gazette du Togo et Marc Aboflan, il est le directeur de la publication de Faits et Chiffres. L'autre invité est en studio, c'est Gérard Oussan, l'un des plus optimistes parmi nous tous, j'espère. Gérard, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous ne me démentirez pas. Peut-être que si. Hein. Non, mais pour moi, on n'est pas encore à la fin de l'année. Il y a une expression française qui dit « il y a loin de la coupe aux lèvres hein. ». C'est pas parce que vous avez la boisson déjà dans le verre que vous avez pensé que vous l'avez déjà dans la gorge ou dans le ventre. Parce qu'entre les lèvres et la coupe, beaucoup de choses peut se passer. On peut être malheureux aujourd'hui et demain gagner 1 million, 10 millions au loto. Donc si je dis aujourd'hui que ça ne va pas et que demain l'auto baisse, on dit que j'irai gagner 10 millions, vous voyez. Encore que vous avez joué au loto. Eh bien, qui sait, quand savez-vous? Non, mais donc moi je dis que l'année n'est pas encore à la fin. Il ne faut pas que les gens soient déjà dans l'euphorie, comme si on est déjà en 2020, comme si tout était déjà joué, non. Mais moi, personnellement, pour moi, tous les jours se valent. Hein. Quand on passe d'une année à l'autre, je ne fais pas beaucoup de différence. C'est tout à fait personnel. Je me dis que c'est les luttes de tous les jours qui comptent. Ce n'est pas les années qui déterminent nos comportements ou bien nos résultats, pas forcément. Gérard Oussan, vous êtes le directeur de la publication de Sika Magazine. Le dernier, en studio, c'est bien Ibrahim Acha. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir aux auditeurs et auditrices de Pyramide FM. Bonsoir aux confrères en studio. Comment s'annonce la fin de l'année chez vous? À la togolaise, parce que quand on dit à la togolaise, certains estiment qu'il faut avoir le courage de dire ce qui ne va pas. Et là, s'il y a des solutions à vous apporter, on ne tardera pas à vous les apporter. Mais le drame au Togo, c'est que même si ça ne va pas et vous lancez le cri de détresse, personne ne vous écoute. Donc, il semble que les Togolais sont des magiciens. Ah oui, parce qu'on pense que le miracle est possible au Togo. Et après, vous voyez des gens dormir à longueur de journée dans les lieux de culte, attendant Jésus qui viendra les sauver. Et certains de mes frères musulmans qui sont aussi fatalistes que le mot, qui pensent qu'il suffit seulement de regarder en direction du ciel et tout ce qu'on veut, ça va arriver. Et donc pour ces messieurs, vraiment le Togo, c'est vraiment la magie qui peut sortir les gens de leur situation de précarité. Ibrahim Acha, directeur de la publication de Temps Nouveau. Cette émission, nous allons en profiter pour dresser le bilan de 2019, des principaux faits qui ont marqué cette année, des faits surtout sociopolitiques. Mais avant de rentrer un peu dans les détails, chacun de vous a vécu un événement particulier sur le plan sociopolitique, bien évidemment, cette année.
On commence par Ibrahim Atta. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette année 2019, en attendant que les 10 derniers jours arrivent, on ne sait jamais. Mais il faut dire que c'est au niveau de l'action gouvernementale, c'est le lancement du PND qui m'a beaucoup émerveillé, parce que depuis longtemps, quand on parle du développement au Togo, c'est dans des termes très, excusez-moi le terme, qui ne tiennent pas la route. Tout ce qu'on fait en matière de développement, c'est comme si c'était de petites associations de villages qui s'amusaient à peut-être faire le nettoyage des rues, ou bien à balayer, ou bien aller chercher des couper des tabacs pour donner aux gens. Et on pense qu'on est en train de travailler pour le développement du pays. Vous savez, j'ai toujours dit que le développement dans un pays, ce sont des méga projets, c'est des projets ambitieux avec une certaine vision. On sait où on veut aller. Mais quand il s'agit de se retrouver parce que il y a une manne quelque part, il faut faire tout de suite un montage financier et justifier qu'on est en train de faire certaines choses. Bon, ça passe comme ça. Donc, mais avec le PND, nous avons vu que c'est un document très succinct parce qu'on a parlé de 3 axes. On sait ce qu'on veut faire et la programmation des activités et tout ce qu'il y a comme projet inclus au niveau des ces 3 axes ont été déclinés. On sait 2 heures en avant qu'il y a un référentiel en matière de développement dans notre pays. Et quand vous lisez ça, vous comprenez que c'est un État vraiment qui a conçu un grand document pour orienter, booster son développement. Et ça, vraiment, ça, c'est du sérieux. Et lorsque j'ai vu tout ce panel des hommes de la finance internationale, que ce soit Lionel Zinsou, Dominique Strauss-Kahn ou bien l'autre Gomez, et ça inspire confiance et on se dit que c'est vraiment un travail laborieux qui a été fait. Bon, maintenant, il reste que les autorités togolaises fassent un effort pour mettre en œuvre ce PND pour le bonheur des populations. Gérard Wissa, qu'est-ce qui vous a le plus marqué pour cette année-là, 2019? Je vais vous décevoir, mais rien de spécial. Pour moi, les années se sont suivies, se sont ressemblées. Depuis 4 ans, comme ça, c'est pareil. Bon, s'il faut citer des choses comme mon confrère Ibrahim vient de citer le PND, bon, moi je vois que c'est des choses qui n'en valent pas la peine d'être citées. Surtout qu'il faut faire remarquer que le PND, tous les pays africains ont fait le PND. Hein. Ce n'est pas une invention africaine. C'est un peu comme la journée de l'arbre, on pense que c'est Yadema qui a inventé. Le PND, c'est pareil, tous les pays africains ont rédigé des plans nationaux de développement. Des plans nationaux de développement. Et en fait, c'est une sorte d'extrait du NEPAD que l'autre a fait depuis, comment il s'appelle, le président sénégalais, au temps du président sénégalais, Abdoulaye Wade. Donc, bon, moi je pense quand même qu'il ne faut pas se lancer dans du triomphalisme. Pour moi, au Togo, eh bien, les années se sont suivies, se sont ressemblées. Ça n'a rien à voir avec des critiques au gouvernement. C'est juste pour dire que nous, les Togolais, nous devons prendre le taureau par les cornes. D'ailleurs, le chef de l'État l'a dit quand il a présenté le PND, il a dit qu'il faut que le peuple s'approprie ce plan. C'est-à-dire qu'il faut que nous, les Togolais, nous-mêmes, nous comprenions qu'il y a du chemin à faire, il y a du boulot à battre. Mais si on se lance dans le triomphalisme ou bien dans des rêveries, on pense qu'il suffit de rédiger un document pour se développer. Bon, c'est dans ce sens que moi je dis que rien de très particulier ne s'est passé en 2019. Du moins, pas pour le moment. Comme je l'ai dit au début, peut-être demain, après-demain, c'est possible. Mais pour le moment, bon, rien. Marc Abovlan. Je vais peut-être décevoir les auditeurs aussi. Vous n'avez rien non plus aussi? Rien de particulier ne m'a marqué. Il n'y a pas eu cette étincelle-là dans une action Depuis plus de 30 ans, 33 ans, il y a eu des élections municipales. Les premières élections locales, on a vu dans quelles conditions ça s'est passé. On a vu comment le fichier électoral a été fait, comment des gens qui, quelques mois plus tôt, avaient refusé de participer à ces élections. Et moi, sincèrement, quoi qu'on dise, je suis de ceux qui pensent qu'on aurait pu faire économie des sous qu'on a dépensés dans l'organisation de ces élections-là. Et donc, elles, pour moi, ne représentent pas quelque chose de particulier, quelque chose sur lequel on peut mettre l'accent en fin d'année comme un bilan positif. Mais maintenant, j'observe simplement que contrairement aux 2-3 années passées, c'est une année avec une relative accalmie. Quand vous prenez du 1er janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu les mouvements monstres, les manifestations qu'on a vues dans les années passées. Il n'y a pas eu des sortes de révolutions, tout ce qui pourrait être propice à la paix sociale, à la cohésion, tout ce qui est violence. Je pense qu'il n'y en a pas eu cette année. Il y a eu une accalmie. Et puis surtout les secteurs, vous prenez
le secteur de la santé, où il y a eu quelques années, c'était des grèves à répétition, le secteur de l'éducation. C'était une accalmie relative sur cette année. Une accalmie, je pense aussi, qui nous a permis peut-être d'avoir ce classement-là au niveau du Bundes et de faire un certain nombre de choses. Et moi, je pense que, surtout que nous sommes en train d'entrer dans une année qui est délicate, au regard de notre contexte national, mais également de notre histoire très récente, l'année 2020 risque d'être une année où ces crises-là peuvent ressurgir. Et donc maintenant, au-delà des adeptes du Togo bashing et tout, je pense que relativement 2019 était calme et que nous avons intérêt, en tout cas pour nous qui sommes des entrepreneurs et tout, nous avons intérêt à avoir cette accalmie-là pour faire nos affaires. Et des fois, ça pas qui rien ne vous a marqué aussi non plus. Je crois que je dois rejoindre les confrères qui m'ont précédé. Rien de concret. Surtout que le système de gouvernance n'a pas changé et que du côté de l'opposition aussi, rien n'a changé. Nous baignons dans un flou total au Togo. Et je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il n'y a rien. Il y a rien. Bon, moi, je me permets quand même de vous rappeler quand même certains événements clés qui ont marqué cette année-là, 2019. Très rapidement, déjà, vous vous rappelez, en janvier, plus précisément le 24, il y a eu la formation du gouvernement Classou 2. Et ce gouvernement qui a connu une nouvelle entrée, on va le dire, tout récemment, le 6 décembre précisément, avec l'arrivée d'un nouveau ministre 11 mois plus tard. C'est toujours le gouvernement qui continue. On se rappelle également le lancement des travaux. Il y a eu un autre ministre qui est arrivé en mai, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Oui. Il y a un ministre délégué, M. Malik Nakaba, qui était jusqu'alors conseiller du président de la République, qui est devenu ministre. Mais au Togo, tout le monde porte le nom de ministre souvent, parce qu'il y en a qui se disent conseiller avec rang de ministre, il y en a même qui a pondu un communiqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de conseillers avec rang de ministre à la présidence, mais M. Malik Nakaba, lui, est ministre délégué. Et ça, c'est un titre au sein du gouvernement, comme tous les autres. Maintenant, on ne va pas compter les milliers de conseillers avec rang de ministre. Oui, puisqu'on a vu, vous vous rappelez, après la formation de ce gouvernement-là, il y a eu un communiqué qui a circulé, quelqu'un aussi s'est réclamé secrétaire d'État, il y a le Premier ministre qui a dit il est devenu, il va s'occuper de l'éducation. Bon, je me dis que bon, chacun peut... Non, vous avez raison sur ça. À un niveau donné, se dit ministre... Mais sur la question du Premier ministre, vous savez, maintenant on a un ministre des enseignements primaires. Bien avant, il a dit que... Ce débat n'a plus lieu d'être. Mais vous savez, dans un pays sérieux, pour s'attribuer un titre, surtout qu'on est Premier ministre, surtout qu'on a été déjà ministre de l'enseignement supérieur, il faut un décret. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi je n'ai jamais vu les services de la présidence auxquels j'ai écrit plusieurs fois. Personne ne m'a communiqué encore le décret rattachant l'enseignement primaire et secondaire à la primature pour les 11 mois passés. Et puisqu'il n'y a pas eu de décret, ce poste est resté vacant. Maintenant, si le Premier ministre même se trouve oisif à la primature et qu'il y a des portefeuilles ministériels qu'il veut s'attribuer, ça fait son problème. Maintenant, autre chose courant cette année 2019, c'est le lancement des travaux de construction de l'hôpital Saint-Périgrin, le 15 février précisément. Les travaux étaient censés durer combien de mois? Un an, c'est ce qui a été dit au lancement. Aujourd'hui, nous sommes à 2 mois. Permets-moi, Marc, de rappeler juste les faits, après tu vas les commenter. C'est un vendredi, 15 février, que les travaux ont été officiellement lancés. On attend cet hôpital-là. Ibrahim l'a rappelé également tout à l'heure, le 4 mars, on se rappelle le lancement officiel du PND. Il y a eu aussi des soucis au niveau de la C14, avec plusieurs départs. Ça fait partie également des événements du premier trimestre. On se rappelle bien entendu également l'élection municipale, les élections municipales du 30 juin 2019, la tentative d'insurrection armée le 23 novembre. Bien avant, il y a les réformes aussi. Les réformes en avril. Les réformes en avril, oui. Le 8 mai précisément, les réformes. Il y a aussi que le Togo est devenu le premier pays réformateur selon Dream Business. Bon, voilà quelques faits que je me permets de remettre au bout du jour. Comme vous n'en avez pas beaucoup. Il y a aussi beaucoup de confrères journalistes qui se sont mariés. Nous en avons perdu aussi. Quelqu'un se sent morveux. Si quelqu'un se sent concerné, qu'il se dénonce.
Il y a personne. Oui, il n'y a personne ici. D'accord. Oui, je ne vois personne. Ouais, ah, mais oui. bon, Mais seulement vous nous avez- étions vous êtes avec eux. Oui, Oui. ces différents événements-là que tu dis, en réalité, hein, quand tu fais la liste, pour moi, ça n'a rien d'exceptionnel, ça n'a rien de particulier. Ça ne sort pas dans le fonctionnement ordinaire d'un État. Nous avons connu des élections législatives fin décembre et donc il était normal qu'on ait un nouveau gouvernement. Moi, j'aurais voulu juger ce gouvernement à l'aune de son travail. Maintenant, le gouvernement n'a pas fait d'action d'éclat particulier. Il n'y a aucune réussite formidable aujourd'hui qu'on peut attribuer. C'est ça que moi j'appelle en réalité fait marquant. Mais ces événements-là font partie du quotidien. Peut-être on nous parlera du lancement du PND et du Dream Business où le Togo a obtenu le tout du meilleur réformateur. Je pense que nous sommes une nation sur un certain nombre de plans tellement en arrière que c'est vrai, il est bien de célébrer quelques-uns de nos victoires. On ne devrait pas s'attarder dessus. Je pense qu'on a trop célébré ce lancement du PND là. Je pense que nous attendons aujourd'hui qu'on entre dans le concret, que les projets issus de ce PND là soient certifiés, qu'on puisse ne serait-ce que nous dire que les premiers projets ont réellement été financés et que ces projets là ont débuté. Je pense que le commun des Togolais, c'est sur ça. Il y a le Saint-Pélingrin qui avait été lancé, ça fait partie du PND. Oui, mais justement pour venir à l'exemple de Saint-Pélingrin, le délai qu'on nous a donné tous, c'était 1 an. Mais pour un hôpital de cette taille qui doit ouvrir dans 1 an, mais si vous allez à Agoué, vous devez pouvoir observer des éléments probants, même depuis la voie d'accès, qui vous disent que cet hôpital-là sera ouvert dans 2 mois. Mais moi, je ne veux pas être hyper sceptique, mais je suis persuadé même que l'an 2020 ne verra pas cet hôpital émerger de là où elle est. Maintenant, est-ce que vous savez, il y a dans le budget 2020 la reconstruction du CHU de Tocoin, la réflexion qui a été programmée. Tout ça là, c'est de bonnes choses, mais en réalité, c'est à l'exécution qu'on attend. Il y a par exemple aussi, ce qui était déjà prévu en 2019, la voie Lomé-Balimé qui devait être... Le dédoublement qui devait être réalisé. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas appris. Récemment, Mboumaf disait que ça va commencer en janvier 2020. Donc, c'est dire qu'il y a eu peut-être des choses qui rentrent dans la gestion normale d'un pays. L'éclatement de la C14, tout ça, ça fait partie du quotidien de tout pays. Dans tous les pays, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a eu des choses exceptionnelles sur lesquelles qu'on peut accrocher au tableau comme réalisation particulière du Togo? J'ai du mal à voir. Mais moi, je pense quand même qu'il y a eu quelque chose d'assez particulier. C'est le fait d'avoir arraché aux Togolais le droit de manifester. Ça, nous l'oublions. Parce que ça, on l'avait. On descendait dans la rue tout le temps. On pouvait dire ce qu'on avait sur le cœur. Ben, du jour au lendemain, ben, on est privé de ce droit-là. Le beefsteak a été arraché de nos mains. Et ça, personne n'en parle. Et pourtant, c'est quelque chose de très... C'était un acquis. Hein, très, très, très précieux. Moi, quand on dit que le gouvernement a réalisé telle autre chose, je dis certes, c'est le gouvernement qui l'a fait, mais c'est le mérite de nous tous. C'est le fait de leur mettre la pression. C'est la capacité que nous avions de les forcer à travailler qui faisait que le pays avançait. Mais du jour au lendemain, d'un seul coup, on nous a arraché même ce pouvoir-là de mettre la pression sur les gens. Et certains même, un ministre même s'est amusé à nous dire qu'il n'y aura plus jamais ce genre de choses dans ce pays. Mais vous voyez, quand vous dirigez un pays, vous dirigez une famille et personne n'a le pouvoir de vous contraindre à faire quelque chose, vous voyez, hein, on peut se saouler avec l'argent du fin du mois parce que les enfants n'ont rien à dire, on peut les gifler comme on veut, et tout, la femme n'a pas son mot à dire, comme ça, on ne risque pas de beaucoup travailler. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, je crois que c'était le meilleur acquis en 2019. Moi, je reviens un peu Je sur... voudrais abonder dans le même sens que Gérard en disant que ça fait mal des fois quand on dit que le Togo a émergé ou bien le Togo est en train d'émerger ou que le Togo où les gouvernants ont fait beaucoup d'efforts en matière de gouvernance. Dites-moi, et soyons sincères, combien d'institutions contre-pouvoir avons-nous au Togo, comme il a dit tout à l'heure? La seule chose que les populations avaient, c'était ce droit de manifester, de dire, même si dans la rue, on ne retrouve, à un moment donné, on ne retrouvait pas ce nombre-là de Togolais qui ont soif du changement de l'alternance. Mais dites-moi, combien d'institutions avons-nous?
il a dit tout à l'heure, et moi je reviens là-dessus, des dirigeants qui en réalité ne sont que de censure. Excusez-moi de dire ça. Parce que quand vous avez des gens qui véritablement ont dans leur congolo cette vertu-là de se dire nous sommes là pour servir et que ceux que vous servez, vous les oppressez, vous les barbarisez, vous les tuez, vous les envoyez en prison pour rien du tout. Vous pensez que c'est bon ça là? Et moi, je me dis même, à défaut, des gens qui ont commis des délits dans ce pays qui ne valaient, c'est-à-dire qui n'avaient même pas la capacité d'être nommés ministres, qui aujourd'hui occupent des postes ministériels dits de droits de l'homme. Alors que, devant la justice, ils sont encore coupables et qui narguent les pauvres populations. Vous pensez que c'est un état normal ça? Quand on dit aujourd'hui que même manifester, même voir un film dans un endroit fermé. J'ai été très ahuri le jour où le mouvement Nubweke, soutenu par le Fonds citoyen togolais, le 5 octobre dernier, Togo Debout, avait voulu juste projeter un film dans un état dit normal, pas en plein air, mais dans un centre. Et on dit, on envoie la gendarmerie pour empêcher qu'on voit juste un film. Et on dit que le Togo est un pays normal. Mais, excusez-moi de dire des fois que ceux qui nous gouvernent, j'ai dit excusez-moi, sont en état de folie. Et vous exagérez là. J'ai dit excusez-moi. Oui. Et vous savez Non, que je c'est pense pas que... Ibrahim, Oui, par rapport à 2019, oui. Si vous permettez, moi je vais revenir sur les réformes. C'est vrai que ce qui a été fait, ça n'a pas rencontré l'assentiment de tout le monde, mais les faits, en tout cas les points saillants, notamment la limitation du mandat, étaient très importants parce qu'on ne pouvait plus accepter en ce 21e siècle que quelqu'un prenne le pouvoir et c'est fini, il peut rester comme il le veut, même jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est pas bien, parce que nous sommes en démocratie. Le Togo a eu ce courage quand même de limiter dans le temps le mandat présidentiel. Je pense que c'est déjà une très bonne chose. Et ça a marqué positivement. Ils n'ont pas eu le courage. Hein. C'est juste comme un voleur qui a eu le courage de ramener la poule qu'il a prise. C'est un courage. Non, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Et que nous allons aussi sur un autre volet. Concernant aussi ces réformes, vous avez vu qu'il y a eu ce point-là qui a polémique. Je vais parler du point qui a fait cas d'une, en tout cas, de table rase, ou bien certains parlent de compteur. La remise du compteur à zéro. La remise du compteur à zéro, et qui justement même qui fait la risée du pays, parce que quand vous avez suivi M. Fossogo tout récemment, lorsqu'il parlait de ce qu'ils avaient dit à Alpha Condé, il disait que Alpha Condé n'était pas le frère de choses. Donc voilà, donc il faudrait, et moi, à mon avis, c'est que ce point est une tache d'huile, sincèrement, et qui nous crée des ennuis. Mais vu dans le contexte togolais, ça ne choque personne, parce qu'il fallait quand même limiter le mandat, il fallait tout faire pour qu'on n'ait pas de problème aussi à la suite, qu'il y ait une certaine accalmie et que les gens ne se sentent pas trop acculés ou bien trop bousculés par qui que ce soit. Et voilà, donc c'est limité, mais seulement le compteur est remis à zéro et nous allons... on va commencer un tout premier nouveau mandat. Nous allons commencer un nouveau cycle. Ne cache pas et puis remis à zéro. C'est vrai. Non, mais ce qui fait rire surtout, c'est cette histoire de frère. Hein. Ça, c'est sincèrement, il a trouvé l'image, quoi. Qu'Alpha Condé n'est pas le frère d'Alpha Condé. Vous savez, sur cette question de réforme, moi je suis dubitatif. Parce que c'est vrai que pour une fois, on a fait ces réformes-là et que
une fois pour de bon, c'est acté. Je pense même que quoi qu'on dise, ça fait partie des raisons de cette accalmie sur le plan politique, sociopolitique que j'évoquais tantôt. Maintenant, il faut à côté mettre aussi le fait que ces réformes, c'était exceptionnel. Et moi, j'accuse toute la classe politique, pas seulement le pouvoir, mais aussi l'opposition. On aurait pu, depuis 2013-2014, faire ces réformes-là. S'ils les avaient faites à l'époque, ça aurait été, quelle que soit la manière dont ils l'auraient fait, exceptionnel. Mais maintenant, après tout ce qu'on a connu comme manifestation, comme dégâts matériels, humains, des fois, tout ce qu'il y a eu comme emprisonnement, tout ce qu'il y a eu comme sacrifice en réalité de la population togolaise, avant d'obtenir cette miette de réforme. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que si réforme il y aurait dû y avoir en 2019 de notre constitution qui date de déjà plus de 20 ans, 92, près de 20 ans, il fallait une réforme en profondeur. Il fallait une réforme qui prenne en compte un certain nombre d'aspects. On s'est limité à quelques articles sans aller en profondeur. Et moi, c'est ça qui me choque. On a prévu quand même la place aux anciens chefs d'État. Tout ça, c'est relatif. Tout ça, c'est pour ça que je dis que c'est pas extraordinaire. Tout ça, c'est des choses qui auraient dû être faites depuis des lustres. Qu'on ne l'ait pas fait et qu'on ait choisi de faire une mise à jour en 2019, c'est une bonne chose. Mais en fait, il ne faut pas se glorifier de ces choses qui n'en sont pas. Vous savez, moi, je veux féliciter les dirigeants, que ce soit même les dirigeants ou même l'opposition politique, mais je les attends sur des actions d'éclat. Vous savez, en 2019, par exemple, il y a eu aucun nouveau bâtiment à Lomé, par exemple, qui force la... Vous savez, quand vous voyez tout Lomé, le seul bâtiment qui force l'admiration, c'est le 2 février. Le 2 février, ça a été mis en place depuis l'époque Eyadema. On n'a fait que le réhabiliter. Alors que depuis qu'Eyadema fait quand même 15 ans au pouvoir, on a eu pleinement le temps d'avoir plusieurs autres bâtiments de cette taille-là. Lomé n'a pas véritablement changé de visage. J'ai l'impression que même si on dit qu'on fait de bonnes choses, qu'il y a une vision et tout, il n'y a pas d'ambition. En tout cas, l'ambition, elle n'est pas à la hauteur de ce que moi, en tant que nous, d'une certaine classe, nous estimons devoir pour notre pays. Vous savez, quand vous voyez même notre Assemblée nationale, qu'on crie être un grand bâtiment et tout, c'est pas un bâtiment imposant. Quand vous rentrez même dans le bâtiment, ça ne vous donne pas envie de respecter, ça ne vous impose pas le respect pour l'institution que ça incarne. Regardez même la présidence, ça ressemble à une petite case. Vous savez, mais ça intéresse beaucoup de gens. Oui. Au-delà du fait que ça intéresse beaucoup de gens, je veux parler du fait que dans les actions qu'on doit faire, dans tout ce qu'on doit poser comme acte, dans les bâtiments, que ce soit dans les routes et tout, qu'il y ait une ambition, qu'on sent cette envie-là de faire du Togo une grande nation. Mais vous savez, qui que ce soit, que ce soit le président actuel, quand vous rentrez dans le bâtiment de la présidence, ça ne vous impose, ça ne vous fait même pas peur. Vous ne sentez pas que vous arrivez dans un lieu sain du pouvoir. Allez au Ghana voisin. Dès que vous voyez même de loin la présidence, ça ressemble à une présidence. Ce que nous avons chez nous, excusez-moi, au-delà peut-être des militaires qui fourmillent dans la zone et qui vous font dire qu'il y a quelque chose ici. Il n'y a pas d'ambition. Et même dans les ouvrages, dans tout ce qu'on construit, dans tout ce qu'on met en place. Aujourd'hui encore, on donne un moulin et tout à des dames dans des villages et on va applaudir, on va danser ça. On peut faire mieux. Les ministres se déplacent pour aller donner des tricycles comme ambulance. En ce 21e, c'est quand même des choses inquiétantes. Même si on dit que ce ne sont que des tricycles qu'on peut envoyer comme ambulance, il y a le préfet, encore aujourd'hui il y a le maire, il y a les agents qu'on leur laisse cette tâche-là. Mais que quand il s'agit du ministre, quand il s'agit du président de la République, que ce soit des choses qui valorisent la nation. Forcer l'admiration. Gérard, au-delà de tout, il ne faut pas oublier non plus que pour la deuxième fois depuis qu'il est arrivé au pouvoir, le chef de l'État s'est déplacé à l'Assemblée nationale pour faire l'état de la nation. Et c'est cette année 2019. On ne peut pas l'oublier non plus. Bon, je ne sais pas. Je pense que tout dépend du contenu de ce qu'on fait, quoi.
C'est-à-dire que quand on dit le chef de l'État s'est déplacé pour faire un discours devant l'Assemblée nationale, d'accord, mais quel a été le contenu de cela? Les choses ont toujours il y a la valeur des choses, il y a les choses et leur valeur. C'est pour ça, moi, je dis que je donne raison à celui qui dit que nous sommes dans un monde des idées. C'est les idées qui triomphent dans le monde. Hein. Vous aurez beau avoir un beau bâtiment, on va dire qu'on a construit un nouvel hôpital, très grand, mais quand les gens y vont et ils meurent, alors ce n'est pas un grand hôpital. Donc c'est les idées, la qualité de ce que nous faisons qui est l'essentiel. On nous a parlé dans ce pays, par exemple, de quand Marc parlait, ça m'est venu dans la tête comme ça, de e-government, je crois. Hein. Oui. On nous avait parlé de e-government, à corps et à cri dans ce pays, que tous les services seront reliés par Internet, on ne va plus se déplacer trop pour faire la nationalité, le casier judiciaire. Tout ça aujourd'hui, c'est ouf. Donc, ce n'est pas en fait les bâtiments, les ordinateurs, les ceci qu'on achète, qu'on achète bien, qu'on met en place, mais c'est les idées. Il faut la force des idées, l'efficacité des idées. Comme Marc l'a dit, il n'y a pas eu d'action d'éclat, il n'y a pas eu d'idées innovatrices, quoi. Comme on dit par exemple, les Américains en 69 sont allés sur la Lune. Bon, ça c'est révolutionnaire ça. Mais dire qu'on a construit un bâtiment quelque part, si vous dites ça devant un Européen, il va tellement rire parce qu'en Europe, vous voyez toujours des bâtiments qui se font raser. On en construit d'autres à leur place. C'est tout ça qui fait tourner l'économie et qui fait la promotion de la croissance. Et c'est rien du tout. Ibrahim, 2019, c'est aussi la série de privatisation des sociétés d'État qui a continué. Et on n'en a pas encore fini. Ah oui, c'est ce que je voulais soulever comme crainte. Parce que 2019 nous a négativement marqué sur ce plan. Parce que les d'aucuns estiment que c'est le bradage de nos ressources, de tout ce que nous avons de sacré, des institutions qui sont aussi viables jusqu'alors. Parce que quand on prend Togocom, c'est vrai qu'au départ on nous a parlé de la holding de l'État. Et subitement, ça n'a même pas fait quelques années, ça passe à la privatisation et l'actionnaire principal devient un privé, c'est un investisseur étranger, alors qu'on nous disait que Togocel, seul, une petite entité de la grande entité Togocom, c'est-à-dire Togocel, pouvait faire des recettes à hauteur de 150 milliards par an. On nous a dit ça dans ce pays, même si ce ne sont pas des chiffres officiels, c'est ce qui circule. Et si Togocel seul peut faire 150 milliards par an, et on vend toute la holding, c'est-à-dire, bon, je peux dire que, disons, la part du Togo, les 51%. C'est les recettes ou bien des bénéfices. Parce que moi, je pense que nous faisons une confusion. 150 milliards de recettes. Les recettes, c'est le chiffre d'affaires. Hein. C'est quand vous préparez du tchoukou, vous en vendez pour 10 000 francs, alors que le 1000 vous a coûté 9 500 francs. Votre bénéfice n'est que de 500. Donc, il faut qu'on différencie le chiffre d'affaires du bénéfice. Est-ce que Togocel était si rentable? Ou bien c'est seulement le chiffre d'affaires, notre argent, quand nous téléphonons, tout ce qui va vers là. On nous parle de chiffre d'affaires que Togocel faisait. Alors, c'est pas beaucoup. Et c'était quand même une société qui apportait beaucoup au budget national et qui soutenait, quoi qu'on dise. Du moins, si du contraire, parmi la plupart des sociétés d'État, il n'y a que Togocel. En tout cas, qui était viable dans le budget. Qui était viable. Même là, ça ne veut rien dire. Peut-être que les autres, ils volent leur part, ils n'en donnent pas. Ça ne veut pas dire que Togocel en donne beaucoup. Nous parlons des sociétés qui... La SNPT qui a donné, par exemple, je ne sais pas quoi, je crois que c'était 5 millions. Un truc ridicule. Mais ça veut dire qu'il y a eu vol. Ça, c'est clair. Ça ne veut pas dire que Togocel en fait plus. Je ne sais pas si vous voyez. Non, je comprends. C'est pas parce que l'autre, il vole beaucoup qu'on va dire, Togocel, il fait très bien. Non, je comprends ton inquiétude. Mais ce que nous voulons faire ressortir au-delà de tout, c'est que la société n'avait pas de problème. Et au-delà de tout, les landes de modernisme dont on parle, qu'on veut impulser à Togocel, le Togo n'avait pas quand même besoin de vendre d'abord les actions avant de pouvoir réinvestir pour remettre la société ou bien les télécoms aux normes en matière de technicité actuellement. Donc nous disons que c'est peut-être que, en tout cas, ça a été un montage d'affaires et seuls ceux qui vont en bénéficier peuvent savoir les tenants et les aboutissants. Quand nous revenons maintenant au niveau d'autres structures, surtout qu'on parle aussi de la BTD, de l'UTB qui vont la aussi... BTD c'est parti depuis Aura Bank, maintenant reste la BTCI, qui vont aussi subir le même sort. Tout récemment, j'ai vu des opérateurs économiques se plaindre de Bolais qui disaient, encore trouvé d'acheteurs, qui disaient que au moins, et ceci, il faudrait, au-delà de tout ce que nous disons,
Le vrai problème, ou bien le vrai souci que nous soulevons, c'est que jusqu'alors, quand on a parlé de ces privatisations et autres, on ne voit que des investisseurs étrangers. Est-ce que les Togolais, il n'y a pas d'opérateur économique togolais, d'investisseurs togolais qui peut aussi démontrer des potentialités pour pouvoir au moins prendre le contrôle de certaines structures dans notre pays? Aujourd'hui, quand on cherche, la dernière fois, vous vous rappelez, on a fait en tout cas cet exercice de dire, de voir qui sont ces milliardaires au Togo. On n'en a pas trouvé. On ne parle pas de ceux qui ont des fonds occultes ou bien de ceux qui ont détourné l'argent à les déposer dans leur chambre. Nous parlons des investisseurs. Est-ce qu'il y en a au Togo? Mais Il défend sa voix. Oui, moi je suis très ébahi quand tu reviens sur cette affaire-là, parce que ça rentre un tout petit peu dans ce que vous avez défendu tout à l'heure par rapport au PND. Je ne comprends pas que nous avons un programme qui est purement national et qui vante ses mérites, le chef de l'État qui voyage, qui ne fait pas le compte, qui dépense des millions, voire des milliards dans ses voyages pour aller vendre un produit national. Aujourd'hui, ça rapporte quoi au pays? Et si, te prenant au mot, tu disais tout à l'heure que dans cette histoire-là, il n'y a pas que les étrangers, mais et les autochtones. Parce que ce qui doit normalement revenir à ce pays, c'est ce que les autochtones doivent avoir. Mais ils sont combien ces autochtones-là, ces Togolais-là qui... Il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que, mais vous bradez, excusez-moi que je parle de bradage, pour ne pas dire vous... Non, c'est une privatisation. Non, le mot bradage est clair. Oui, excusez-moi. Quels ont été les audits effectués quand vous cédez? Parce qu'il y avait des gens qui avaient géré. Mais aujourd'hui, on cède à d'autres. Alors, l'audit, ça donne quoi? Nous ne sommes pas en face des sociétés privées pour qu'on dise c'est moi-même qui ai fait. Mais on est en face de la chose publique. Je vois depuis un moment un élément sur les réseaux sociaux par rapport à un ministre ghanéen qui a fait une descente sur le chantier. Mais vous avez vu ça? Il allait chasser un Turc, c'est ça. Un Turc. Ici, dans notre pays, lorsqu'on a fait l'appel d'offres et que quelqu'un a gagné le marché, un ministre s'est permis de dire l'argent qui doit normalement servir a été redonné au directeur pour acheter le matériel. Et l'appel d'offres, comment l'a-t-il eu? Mais c'est pas possible. On n'est pas dans un état normal. Je suis malheureux de dire, vous parlez de bâtiments. Avant de parler de bâtiments, parlons de la mentalité de ceux qui gouvernent ce pays. Excusez-moi, je n'insulte pas. Parce que quand vous n'avez pas un bagage et que vous êtes limité, on ne peut que constater ces dégâts-là. Nous sommes à quelques mois, disons 2 mois précisément de l'élection présidentielle, moins de l'élection présidentielle. Et le bilan qu'on est en train de dresser forcément va faire parler les acteurs, les nombreux candidats qui s'annoncent et le parti au pouvoir, bien évidemment, qui va présenter incessamment aussi son candidat. C'est quoi finalement les enjeux pour l'élection présidentielle 2020? Permets, avant que je ne revienne sur les enjeux, de dire 2 minutes sur quelque chose qui est évoqué et qui pour moi m'a marqué très négativement sur cette année. C'est le secteur privé national. Mais vous avez dit que rien ne vous a marqué. Oui, on est parti depuis là. Oui, c'est vrai. Mais permettez que je revienne sur le secteur privé national. On a l'impression qu'on n'a que des vendeurs d'allumettes dans nos histoires de CCIT, patronat et tout. Ils sont où? Parce que c'est ça aussi la question. On ne peut pas nous dire raisonnablement que Togocel et Togo Télécom ensemble, déjà regardez leurs bâtiments et leurs coûts. Ça a été vendu, la loi de finances rectificative. 48 milliards. C'est inquiétant. Maintenant, même si c'est 48 milliards, qu'on nous dise que tous ces hommes d'entreprise que vous voyez cravater tous les jours au Togo là, ne peuvent pas sortir 48 milliards pour qu'un national puisse racheter cette société, c'est inquiétant. Récemment même, le groupe Pora Bank a été racheté par la Caisse nationale de sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Notre Caisse nationale de sécurité peut, parce qu'elle a les moyens. Elle va construire un pèlerin. Bon,
je ne veux pas revenir sur la fête Saint-Pélégrin, mais entre-temps, on a mis en place une holding d'État, Togo Invest, qui s'agite beaucoup ces derniers temps avec au conseil d'administration des personnalités comme Dangote, toutes personnalités qui ont du poids et donc qui étaient censées permettre à l'État de reprendre possession d'un certain nombre d'actifs. La première chose dont ils ont pris possession, c'était Shell, devenu Tio et Linton. Et ça nous a fait espérer que cette holding pouvait prendre possession. Mais si, systématiquement, pour les trucs à valeur nationale, on privatise. Moi, je n'ai rien contre la privatisation en soi, parce que les gestions étatiques ont montré leurs limites. Mais quand on privatise, privatisons de la bonne manière. Un Malgache, quel intérêt il a à faire développer des télécoms stratégiques au Togo? Très stratégique. Quel intérêt? Mais si on avait donné ça à des nationaux, ça aurait été intéressant. Mais ces nationaux sont où? Bonne question, parce qu'il ne suffit pas d'être je suis opérateur économique, nous sommes tel, patronat tel, mais il faudrait qu'à un moment donné, qu'on sente la nervosité de ce patronat face à ces bradages-là, parce que si eux finalement ne font pas ce genre d'affaires au Togo, quelles sont les affaires qu'ils font? Je me demande s'ils vendent des boîtes à humains. Maintenant, revenons sur les enjeux de 2020. enjeux de l'élection présidentielle. Vous savez, ces élections ne représentent pas pour moi un enjeu principal, dans la mesure où le bilan de gouvernance, il est là, nous le voyons tous. Et malheureusement, je crains que en face, le parti au pouvoir n'est pas des challengers à même, ne serait-ce que de véritablement les challenger, ne serait-ce que de faire un jeu égal avec eux à des élections. Nous voyons les moyens que le parti au pouvoir va incessamment déployer dans la campagne, des moyens étatiques et tout. En face, il n'y a aucun candidat. Et puis quand vous voyez et les CV, et les parcours, et les soutiens officiels, officieux de ceux qui se déclarent comme candidats potentiels, c'est beaucoup plus, à mon avis, des alliés objectifs du parti au pouvoir que de véritables challengers qui puissent aller dans des arènes politiques. Donc pour moi, c'est vrai que le peuple togolais attend beaucoup de ces élections-là, mais nous risquons tous d'être déçus par l'issue. Il défonce à Pakis. Vous savez, À quoi peut-on s'attendre en 2020? non, jusque-là, je suis encore spectateur. J'observe. J'observe parce que quand je jette un coup d'œil sur tout ce qui a été fait depuis que le système actuel a capté le pouvoir, la nuit des temps, rien de nouveau. On fait tout pour pérenniser le pouvoir. Et je suis malheureux de dire que tout ce qui se fait encore actuellement est fait. Parce que quand je me rends compte que vous avez parlé tout à l'heure de réforme constitutionnelle, mais quand vous jetez un coup d'œil sur ce qui a été fait, c'est une insulte au peuple togolais en réalité. Parce qu'un article ou bien une disposition, l'article 158 qui a été introduit, qui fait de M. Faure Gnassingbé quelqu'un qui n'a jamais dirigé ce pays, c'est une insulte au peuple togolais. Je suis très malheureux. Et tout est fait pour qu'un groupe archi-oligarchique garde aussi longtemps le pouvoir. Et malheureusement, notre armée, qui doit être une armée républicaine, est sifflée. C'est-à-dire, dire ce n'est pas bon, quand l'autre fait, ce n'est pas bon. Quand celui-ci fait aussi n'est pas bon, a pris fait et cause. Pour ceux qui dirigent cet État, qu'est-ce que nous attendons? Moi, je suis encore observateur. Ibrahim Acha, les grands enjeux de 2020, est-ce qu'il y en a? Mais le premier enjeu, c'est l'alternance. C'est ce que la majorité des Togolais souhaitent. Et les gens voudraient que le Togo connaisse sa première alternance en 2020 et que ces élections, à l'issue de ces élections, ce soit un candidat des forces démocratiques qui prenne le pouvoir. Et si ça ne peut pas aller, puisque j'ai entendu aussi dans les couloirs... Les forces démocratiques de quoi, du coup? Non, je parle des forces démocratiques, de tous ces partis coalisés contre le pouvoir en place. C'est de ces partis-là que je parle. Et aussi, dans les coulisses, nous avons aussi entendu des gens évoquer l'éventualité du scénario de RD Congo avec un Tshisekedi qui va émerger avec le consentement du pouvoir. Donc, tout ça là, c'est vrai, on attend de voir si le 22 février, les Togolais vont se comporter autrement devant
pas devant, mais dans les urnes, on va voir comment les gens vont se comporter. Est-ce qu'il y a des plans qui sont là? Est-ce que les gens, par rapport au mutisme actuel que nous voyons, et un peu tout ce qui se fait voir avant ces élections, parce qu'il faut faire ressortir que c'est un état de morosité totale. Il n'y a pas assez de dynamisme sur le plan politique pour nous dire que nous allons à une véritable élection présidentielle. Et donc tout ceci nous amène à dire qu'on va encore espérer, peut-être que lorsque la Cour constitutionnelle aurait validé les candidatures, on verra les gens sortir et faire du grand bruit, peut-être pour nous présenter le même scénario que ce qui s'est passé en 2010 ou bien en 2015. À l'étape actuelle, tous les candidats que nous voyons, tous ceux qui se prononcent, on voit parmi eux des plaisantins, on voit des gens qui peuvent peut-être avoir l'étoffe nécessaire de présidentiel. Et sur ce plan, nous voyons peut-être le candidat de l'ANC qui est et demeure une force politique assez sérieuse dans notre pays. Et si on prend en compte les résultats obtenus lors des élections qui sont passées dans notre pays. Et donc, aujourd'hui, ce que l'on attend, c'est que les choses se fassent bien, surtout le défi d'une élection apaisée, crédible, et que la CENI aussi joue sa partition pour que le président qui va sortir prochainement puisse avoir la légitimité nécessaire dans le pays et jure aussi vraiment une certaine adhésion de la majorité des Togolais qui lui ont porté en triomphe. Gérard Wissa, les enjeux de 2020. Non, mais moi je pense qu'il n'y aura pas d'enjeu. C'est comme si le jeu était déjà joué. Hein. Je ne dis pas que le candidat gagnant, celui qui doit gagner, a déjà gagné. Mais vous allez remarquer que les Togolais, ils ne sont pas très intéressés par ce qui se passe actuellement, par la politique. Qui va être notre président les 5 années prochaines, les gens ne sont pas tellement intéressés. Et par ricochet aussi, il ne faut pas s'étonner si les gens ne sont pas intéressés par la propriété de la ville ou bien de notre pays, si les gens ne sont pas intéressés par le PND, si les gens ne sont... Le Togolais ne peut intéresser par rien. Parce qu'on a passé le temps à nous montrer que il y a des dirigeants, des autorités. Le mot autorité au Togo a une telle force. Il y a des autorités au Togo qui s'occupent de tout, qui ont le droit de tout décider, qui ont le droit de vous dire ce que vous devez dire, ce que vous ne devez pas dire. Les films, comme Attaqué le disait tout de suite, les films que vous devez regarder, les films que vous ne devez pas regarder. Donc, les autorités décident tout pour le Togolais. Et le Togolais, en fin de compte, se dit, bon, d'accord, faites, on va voir. Et dans ces conditions-là, et quand le chef de l'État lui-même, au même moment, il dit, appropriez-vous le PND. Moi, je pense que tout ça, là, ça fait un peu contradiction, quoi. On ne sait pas tellement où on va. On dit pour un marin qui ne sait pas où il va, il n'y a jamais de bon vent. Hein. On ne peut pas souhaiter bon vent au Togo parce que sincèrement, nous ne savons même pas où nous allons. Et le gouvernement n'est pas un gouvernement très homogène avec une politique très cohérente. Ce n'est pas critiquer pour critiquer. Mais il faut remarquer que les opposants les plus dangereux pour le pouvoir, c'est-à-dire qui peuvent être de vrais challengers, d'une manière ou d'une autre, ont été éliminés. Et on a laissé qui s'y m'écoute, qui m'excuse, hein, la racaille, quoi. Ça dit que quand quelqu'un devient réellement dangereux pour le pouvoir, Jean Tipi Atchadam, on trouve un moyen pour l'éliminer. Ou bien quand quelqu'un a beaucoup de sous, comme les Olympio Alberto et tout ça, ben on les condamne pour payer 9 milliards. Des trucs comme ça, des projets un peu rocambolesques, et puis ben, l'opposant est éliminé. Maintenant, ceux qui sont plus ou moins inoffensifs, ben, on nous dit, ben, regardez, ils ne valent rien, ces opposants-là. Ben, dans ces conditions, c'est facile de demeurer président pendant plusieurs années, et même 100 ans, hein, parce qu'il suffit d'éliminer les concurrents, les choses là. Et ça ne devrait pas se faire. Mais il faut quand même qu'on fasse attention de continuer à démobiliser le Togolais, parce que c'est nous qui devons développer ce pays. Ce n'est pas M. Faure Gnassingbé, moi je n'ai rien contre lui, mais un seul homme, il a beau être président, mais il ne peut pas développer un pays, il ne peut pas réfléchir pour un pays, il ne peut pas faire le débat qu'il faut pour un pays. Il faut que nous tous nous soyons impliqués. Il faut renforcer la presse, il faut renforcer les partis d'opposition, leur donner la capacité de réflexion qu'il faut. Il faut créer
Et c'est moi qui connais ces choses-là en général en anglais, des think tanks, non, ou bien Oui, des think tanks. Des think tanks, des gens qui réfléchissent. Qu'est-ce que nous voulons que notre pays soit dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Ben, c'est tout ça qui ne se fait pas. Mais il y a le plan immédiat Togo 2030. Vous avez oublié. Non, ça c'est pas un think tank. Où actuellement C'est cette vision, justement. et puis ça, c'est un plan. Vous parlez de plan. Moi, je parle de Togo Vision 2030. Non, Vous pouvez partir avec, il y a le PND maintenant. il faut. Ce que Gérard dit est très intéressant parce que, vous savez, nous avons ce tard aussi de ne pas planifier. Nous avons un ministère de la planification, mais vous n'avez aucune idée claire. Excusez-moi, même avec ce plan Vision 2030, est-ce qu'on a les résultats? Est-ce qu'on sait finalement où les Togolais veulent aller, où nous allons en 2030? Aucune idée. Le chef de ce plan a été dégommé, il est au campus maintenant. Il gagne 300 000 francs par mois. Non, les professeurs au campus gagnent beaucoup plus, c'est même le million. C'est sérieux. C'est les docteurs qui sont à partir de 500 000. C'est beaucoup ça. Non, c'est pas beaucoup. Vous voyez des jeunes dans les assurances, à l'OTR, tout ça, là, qui sont 1 million, Non, je ne dis pas que c'est beaucoup, mais juste que ce n'est pas 300 000, c'est tout. C'est très peu, ça reste 500 euros. Mais maintenant, il y a un aspect quand même que j'aimerais évoquer. Vous savez, Patrice Talon disait que la capacité pour un président, en tout cas, ce qui fait qu'un président s'assure qu'il peut gagner une élection qu'il prépare, c'est sa capacité à soumettre tout le monde. Il dit pour un deuxième mandat. Oui, pour avoir un deuxième mandat. Bon. Peut-être que nous, on a déjà dépassé l'étape du deuxième mandat. Pour avoir un prochain mandat, c'est la capacité donc de ce président-là à soumettre tout le monde. Ouais, il faut qu'il ajoute dans un régime, dans un pays non démocratique. Parce qu'en Europe, vous faites ça, un juge vous convoque, le procureur, vous avez beau être président, quand vous détruisez vos concurrents, mais vous comparaissez devant la justice. Il fallait qu'il ajoute que dans un pays qui n'est pas démocratique, il faut soumettre tout le monde. Surtout. Ben vous voyez Macron en train de soumettre les autres comme ça en France, vous dites ben, ma capacité de soumettre les autres, non, je les envoie en prison, je ferme leur radio. Quelque chose que Talon dit, qui dans notre cas est vérifiable. Parce que, comme je le disais tantôt, je n'ai pas véritablement l'impression, comme Gérard disait, je ne vais pas dire qui sont la racaille, mais c'est des gens qui n'ont pas le niveau de compétition que pour une élection. Et donc on va aller à ces élections-là sans véritable enjeu en fait, parce que on sait ce que la Cour constitutionnelle va dire, la CENI, les conditions même rocambolesques dans lesquelles elle prépare cette élection disent long sur ce qu'elle va donner comme résultat. Tous les organes, la Cour des comptes qui ne pourra pas vérifier les comptes de campagne pour s'assurer que les gens restent dans la limite. Il y a beaucoup de facteurs aujourd'hui qui font que même les groupes constitués, les associations, la presse et tout ça, le pouvoir trouve les moyens de contraindre tout ce beau monde-là à rester dans son sillage. Et donc ce qui fait que ça ne crée pas la compétition, ça ne crée pas de l'engouement autour de ces élections. Si on avait, par exemple, dans cette course, un Tipi Achadam, un Alberto Olympio, je ne sais pas, un Pascal Boudjona, un Kofi Yamian même. Si tout ce beau monde était présent dans la course, on saura véritablement. Et là, je pense, enfin, je ne suis peut-être pas à sa place, mais si j'étais le candidat de pouvoir, c'est là que je saurais que j'ai véritablement gagné une élection. Si je bats à la loyale tout ce beau monde, mais écarter ceux qui sont des challengers de taille et rester avec son ex-chef de file, sa coquinée avec un certain nombre d'amis et dire qu'on va à une élection et qu'on remporte, pour moi, on peut épargner au pays cette mascarade-là qui se prépare. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et probablement on va se retrouver, puisque le 27 c'est pas trop sûr qu'on sera ensemble, on va se retrouver l'année prochaine, oui, probablement. J'espère qu'on ne va pas privatiser nos journaux après la critique. Tant nouveau, bravo, malgache. Au moins, il a au moins le dernier mot lui-même. Il y a le dernier mot. Oui. Gérard Wissa, il est le directeur de la publication de Sika Magazine, Ibrahim Acha, directeur de la publication de Temps Nouveau, Idelfos Akbaki, directeur du site La Gazette du Togo, et Marc Abouflan, directeur de la publication de Faits des Chiffres. L'émission a été mise en nom par Jean-Jacques Snobiatiko. Bon week-end chez vous, on se retrouve lundi à partir de 16h. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact,
Écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.